Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mort mystérieuse d'une adolescente de 16 ans, Céline Giboire. Alors, restez là. Cette histoire se passe en France, dans le département de l'Ille-et-Vilaine, en Bretagne, et plus précisément dans la petite commune de Piré-sur-Seiche. Nous sommes le 27 février 2012, chez la famille Giboire, qui possède une exploitation agricole dans la commune. Il est 17h lorsqu'ils reçoivent un appel du lycée d'une de leurs filles, Céline, pour leur dire qu'elle ne s'est pas présentée en cours de l'après-midi, et ainsi s'assurer que tout va bien. Sauf que la mère de Céline tombe des nues. Elle a elle-même déposé sa fille à l'école ce matin-là, et Céline n'a pas essayé de la joindre depuis. Alors elle essaye de l'appeler, mais sans succès. Tout comme les frères et sœurs de Céline, à qui elle ne répondra pas plus non plus. Vers 19h, les sœurs aînées de Céline se rendent au commissariat de Rennes pour signaler sa disparition et arpentent les rues pour coller des avis de recherche faits à la va-vite une partie de la nuit. Mais le lendemain matin, les Giboire reçoivent la visite du maire de la commune accompagné de gendarmes. Et s'ils sont là, c'est malheureusement pour leur annoncer le décès de leur fille. Céline Giboire est née le 16 octobre 1995. Elle a une sœur jumelle qui s'appelle Laura et de qui elle est très proche. Elle a aussi 2 sœurs aînées et un frère. Ses parents possèdent une exploitation agricole dans la commune et élèvent des vaches laitières et des poulets. Céline a 16 ans au moment de sa mort et elle est scolarisée en première STG au lycée Jeanne d'Arc de Rennes. Elle y est interne et c'est une élève sans problème qui a des notes dans la moyenne. Ce matin-là, c'est sa mère qui l'a emmenée au lycée. Elle était très souriante et de bonne humeur. Comme d'habitude. Alors, que s'est-il passé ? C'est le matin du 28 février, vers 10h, qu'un couple de joggeurs va faire la macabre découverte et appeler la police. C'est au parc des Corbières, à Saint-Malo, à plus de 70 km de son lycée, que le corps de Céline est retrouvé, gisant sur le dos, à demi immergé dans l'eau. Selon les premières constatations, elle serait tombée de la falaise. À son poignet, une gourmette avec son prénom et sa date de naissance laisse peu de place au doute sur son identité et la police fait directement le rapprochement. Beaucoup de détails sont assez étranges. Elle est en t-shirt, pantalon et pieds nus, alors qu'on est en plein mois de février. Son blouson flotte dans l'eau, près de son corps, à l'intérieur 53 € et son téléphone portable éteint. Son écharpe, son gilet ainsi que ses lunettes seront retrouvés tout en haut de la falaise. Dans une poubelle, son sac et son portefeuille vides. Le médecin légiste, arrivé sur place à 10h30, examine le corps et constate des plaies pouvant correspondre à la chute de la falaise qui fait 16 mètres. Par contre, il constate aussi que le corps de Céline n'a pas atterri là où il a été retrouvé. Sur les rochers, le point d'impact ne fait aucun doute. Il y a une mare de sang. Mais son corps est pourtant retrouvé, écoutez bien ça, 32 mètres plus loin. Il paraît quand même improbable qu'après une chute de 16 mètres et de nombreux membres fracturés, que Céline ait pu ramper sur 32 mètres. Et pourtant, la police présente sur place ne trouve pas cela étrange, car ils ne vont pas prendre la peine de boucler le parc des Corbières. Ils pensent que Céline s'est probablement suicidée. La police scientifique va quand même récupérer 5 mégots qui se trouvent au pied du banc, en haut de la falaise, non loin des affaires de Céline. Le 27 février 2012 est le jour de la rentrée scolaire suite aux vacances d'hiver. Céline, avant de partir, fait un bisou à Laura, sa sœur jumelle, et lui souhaite bonne chance pour son BTS blanc qu'elle doit passer le jour même. Et c'est sa mère qui la dépose au lycée. Elle ne remarque rien d'anormal chez sa fille. Cependant, ce matin-là, pendant les cours, il va se passer quelque chose. Des échanges de SMS vont avoir lieu entre Céline et des copines. Malheureusement, je n'ai pas la retranscription exacte de ces SMS, mais en résumé, il en ressort une embrouille d'adolescents. Pendant les vacances, Céline a participé à un voyage scolaire en Roumanie, et suite à ce voyage, elle a compris que celles qu'elle considérait comme ses copines la considéraient, elle, de manière plutôt négative. Impossible de savoir concrètement ce qui s'est réellement passé là-bas, ni ce qui s'est dit par SMS ce matin-là, mais on sait qu'une des filles a proposé à Céline de déjeuner avec elle à la cantine pour arranger les choses. Mais on sait aussi que Céline n'a jamais répondu à ce texto, qu'elle a commencé à faire la queue dans les rangs de la cantine, et qu'elle en est partie brusquement, et est sortie toute seule de son lycée à 12h30. Et sans prévenir personne. Elle a été vue par des témoins. À 15h45, une photo a été prise avec son téléphone. Cela indique qu'elle s'est rendue à Saint-Dominoque,
Mais personne ne sait comment elle s'y est rendue. On ne trouvera aucun témoin qui aurait vu passer Céline, et les caméras de vidéosurveillance des gares et des gares routières ne donneront rien non plus. C'est une fois à Saint-Dominique qu'elle croisera la route d'un témoin qui va se manifester à la police pour dire qu'elle l'a abordé et lui a demandé des informations sur les horaires de bus. Donc on est sûr que c'est bien elle qui a pris cette photo, et de plus le témoin va indiquer qu'elle était seule. À 17h48, son téléphone borne cette fois à Saint-Malo. Durant l'après-midi, Céline va consulter 8 fois son répondeur, mais elle ne va jamais répondre aux appels de sa famille. À 19h, elle passe le seul appel de la journée, elle tente de joindre sa meilleure amie, Audrey. Mais Audrey n'entend pas son téléphone sonner, et lorsqu'elle la rappelle quelques minutes plus tard, elle va tomber sur son répondeur. Céline ne rallumera jamais son téléphone. Plusieurs témoins affirmeront avoir vu Céline seule au parc des Corbières dans la soirée. L'heure de la mort sera estimée à minuit. Elle est morte d'une asphyxie mécanique, autrement dit, ce n'est pas la chute qui l'a tuée, mais une noyade. Elle a de nombreux membres fracturés et une paralysie des membres inférieurs, paraplégie, et également une luxation de l'épaule. Donc son seul membre valide serait son poignet droit. Elle a de nombreuses traces de blessures sur le ventre dues au frottement sur les rochers. Elle aurait été violée et aurait subi une pénétration de force avec un objet. Il n'est retrouvé aucune trace d'alcool ou de drogue dans son organisme. Pour finir, il est important de relever que les obsèques de Céline ont eu lieu le 3 mars 1992 et que le 15 mars, elle sera exhumée pour effectuer des prélèvements qui avaient été oubliés, mais qui ne changeront rien aux conclusions du légiste. Le 5 mars, soit quelques jours plus tard, un couple de promeneurs va retrouver entre deux rochers non loin de la crique la carte vitale de Céline ainsi que quelques cartes de fidélité. Un mois environ après le drame, ces ballerines sont retrouvées à 6 km du parc des Corbières, dans la rue de l'Étang à Saint-Malo. Mais c'est quoi ce délire ? Pourquoi ces affaires sont toutes éparpillées, tel un jeu de pistes dans la ville ? Notons que sa carte d'identité n'a quant à elle jamais été retrouvée. La police va lancer un appel à témoins et recueillir 2 nouveaux témoignages. Une dame habitant non loin du parc aurait aperçu Céline descendre d'une voiture en pleurant. Un homme qui promenait son chien aurait également aperçu Céline dans le parc, seule. Notons que jamais personne ne va se manifester pour dire qu'il a pris Céline en stop. Sur les 5 mégots relevés sur la scène de crime, 4 appartiennent à Céline et le 5e appartient à un homme que la police va retrouver et interroger avec sa femme. Oui, ils ont bien vu Céline ce soir-là, qui fumait une cigarette sur le banc. Mais ils s'accordent tous les deux à dire qu'ils ne lui ont pas parlé. Habitant à côté, ils viennent régulièrement se promener dans le parc et fumer sur ce banc. Rien d'anormal alors si on y retrouve leurs mégots. Là où ça devient étrange, c'est que la police a retrouvé à leur domicile des coupures de journaux sur l'affaire. Sur l'un des articles est même annoté à la main « Ils ne trouveront jamais la vérité ». Mais on ne peut pas prendre ça pour une quelconque preuve d'implication, étant donné que cette femme se décrit comme passionnée de faits divers, et effectivement, elle possède de nombreux articles de presse, également annotés, sur des tonnes d'autres affaires criminelles. Notons que l'homme, quant à lui, n'est pas moins suspect, puisque son casier judiciaire révèle qu'il a été impliqué par le passé dans une affaire d'homicide. Mais ils vont tous les deux nier leur implication dans le meurtre, et ils seront libérés sans aucune charge contre eux, au bout de 10 heures de garde à vue. Même si une enquête a été ouverte au parquet de Rennes pour viol et homicide volontaire, la PJ de Rennes, malgré les conclusions de l'autopsie, penche toujours vers un suicide. Alors le 17 juillet 2013, presque 1 an et demi après la mort de Céline, l'Institut médico-légal de Paris est chargé de réétudier le rapport d'autopsie. Les conclusions sont édifiantes. Les légistes notent que les lésions du viol qui avaient été mises en évidence par la première autopsie n'en sont plus. Elles seraient tout simplement dues à la chute du haut de la falaise. De plus, ils affirment que malgré ses nombreuses blessures, elle aurait bien pu réussir à ramper avec un seul poignet valide. Ce rapport est totalement opposé au premier et maintenant, il exclut totalement la présence d'un tiers. De plus, suite à la perquisition de sa chambre, ils ont trouvé des écrits de Céline où elle se pose des questions sur la vie, mais aussi la cassette vidéo du film Virgin Suicide qui va finir de les convaincre.
La famille de Céline ne croit absolument pas à la théorie du suicide, et ce pour plusieurs raisons. Avant tout, personne n'a décelé quoi que ce soit d'anormal chez Céline, pas d'agissement étrange, pas même Laura, sa sœur jumelle, avec qui elle entretenait un lien bien particulier. Ils sont certains que Céline ne connaissait pas ce parc. Ils n'y sont jamais allés en famille. En plus, il est très éloigné du centre-ville et il ne se voit pas. Il est un peu caché et donc uniquement fréquenté par des riverains. Alors on a du mal à croire qu'elle se serait rendue spécifiquement là-bas, à 70 km de chez elle, pour mettre fin à ses jours. L'appel qu'elle a passé à Audrey est lui aussi très étrange, puisque ses deux meilleures amies avaient pris une sorte d'habitude toutes les deux. Lorsqu'elles se retrouvaient seules dans la rue, dans les transports en commun ou n'importe où, et qu'elles se sentaient en insécurité, elles avaient pris l'habitude de s'appeler pour qu'au cas où il se passe quoi que ce soit, l'autre puisse donner l'alerte. Mais comme on le sait, lorsqu'Audrey a rappelé, son téléphone était coupé. Comment Céline, polyfracturée et paraplégique, aurait-elle pu ramper sur 32 mètres dans des rochers uniquement à l'aide d'un seul poignet ? Puisque le giboire voit se profiler une future clôture du dossier en suicide, il décide de prendre les devants et d'engager 2 détectives privés afin de mettre en évidence toutes les incohérences du dossier. L'enquête, qui avait été menée jusque-là par la PJ de Rennes, va être confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie nationale. Et les gendarmes vont bien se rendre compte que les premières investigations n'ont pas été effectuées correctement. Mais malheureusement, il est impossible de revenir en arrière. Alors ils vont tenter d'aller de l'avant, et 4 ans après le drame, ils vont lancer un nouvel appel à témoins. On recherche tout automobiliste ayant croisé sa route, ou l'avoir pris en stop le 27 février. On recherche également un couple aperçu dans le parc l'après-midi du 27 février, et on recherche un homme qui jouait du tam-tam près du parc, toujours le 27 février. Donc les recherches se précisent un peu. Ils vont également recevoir une information selon laquelle elle aurait pu se trouver dans un véhicule de type Dacia. Alors ils vont recenser toutes les Dacia, malheureusement, une fois encore, pas de résultat probant. Néanmoins, les gendarmes vont maintenant s'intéresser à un suspect potentiel. Il s'appelle Florian Varin. Il a commis 7 viols et une tentative de meurtre entre 2011 et 2012. Le 27 février 2012, jour qui nous intéresse plus particulièrement, il travaillait dans un garage à seulement 40 km du parc des Corbières. On sait aussi que son grand-père habitait à Saint-Malo, donc il connaissait la ville. Il a été questionné en 2015, mais à part dire qu'il connaît l'affaire, qu'il en a entendu parler, il nie toute implication et on n'a rien qui le relie à Céline. Rien qui prouve qu'il se trouvait ce soir-là au parc des Corbières. Florian Varin a été condamné en 2018 en appel à 30 ans de réclusion. En 2020, une nouvelle juge d'instruction prend la charge du dossier. Elle demande de nouvelles investigations et des analyses ADN sur les scellés. Mais elle va malheureusement découvrir que certains scellés ont été détruits en 2018 sur l'autorisation du procureur de Saint-Malo. Alors ils n'ont pas tous été détruits, donc on croise les doigts pour que ceux qui restent puissent nous apporter une trace ADN tant attendue pour enfin faire avancer dans le bon sens cette enquête. La famille de Céline a quant à elle attaqué l'État pour faute lourde. Le point positif, c'est que le dossier est toujours ouvert. Maintenant, pour qu'il reste ouvert, il faut aussi l'alimenter. Et pour ça, il faut vraiment que quelqu'un parle. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, si vous avez vu quelque chose le soir du 27 février 2012 au parc des Corbières de Saint-Malo, ou encore si quelqu'un vous a fait des confidences, s'il vous plaît n'attendez plus et contactez la gendarmerie. Dans cette affaire, il y a un mystère dans le mystère. Non seulement on a du mal à comprendre les circonstances de la mort de Céline, mais on a aussi du mal à comprendre pourquoi elle s'est rendue d'elle-même dans ce parc. Et si tout simplement elle y avait un rendez-vous où elle savait qu'elle pourrait y rejoindre quelqu'un qui s'y trouverait. Alors, je sais que vous allez me dire que rien dans l'enquête ne pointe à un quelconque rendez-vous qui aurait été prévu et que même sa sœur jumelle n'était absolument pas au courant. Et c'est ok, j'entends bien. Mais ce qui me fait croire en cette possibilité, c'est un fait très simple et un des seuls dont on est certain à 100%. C'est que Céline est partie de son plein gré et seule de son lycée, pour ensuite se diriger, et toujours seule, jusqu'à preuve du contraire, dans ce parc. Et elle a aussi écouté tous les messages de sa famille sans jamais leur répondre. Et ça démontre quand même une volonté de faire un truc sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Alors, une jeune fille qui aurait prévu d'aller voir un garçon, aurait-elle agi autrement ? Donc, elle a rendez-vous avec un jeune homme dans la soirée où elle sait où rejoindre cette personne. Elle fait du stop pour arriver au parc et elle s'y pose en attendant son date. Sauf que, vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout le prince charmant qu'elle va rencontrer. Sur l'identité de cette personne, il pourrait y avoir de nombreuses possibilités.
Elle peut entretenir une relation secrète. Est-ce qu'on a fouillé son téléphone, les messages effacés, etc. Elle a pu rencontrer quelqu'un sur Internet. Est-ce qu'on a fouillé ses réseaux sociaux et son ordinateur? Ça peut être une connaissance ou un ami qu'elle sait qu'elle peut trouver là-bas. Est-ce qu'on a recensé toutes les personnes qu'elle connaissait? Et pour finir, qui a participé au voyage scolaire en Roumanie? A-t-elle pu rencontrer un étudiant d'un autre établissement scolaire participant à ce voyage? Dans cette théorie, vous l'aurez compris, Céline a été violée puis jetée de la falaise. Mais comme elle n'est pas morte sur le coup, l'individu la rejoint pour la traîner jusque dans l'eau afin qu'elle s'y noie. Partons maintenant du principe que Céline était gavée de sa matinée. S'embrouiller avec ses copines, c'était pas vraiment ce qu'elle avait prévu pour ce jour de rentrée. Du coup, elle décide d'aller faire un tour pour prendre l'air et réfléchir. Alors elle sort du lycée et se met à marcher, sans trop savoir où aller. Puis lui vient une idée et elle veut aller voir la mer. Mais elle n'a pas l'habitude d'y aller, alors elle ne sait pas vraiment comment faire avec les transports en commun. Donc elle décide de faire du stop, et c'est comme ça qu'elle arrive à Saint-Dominique. Parce qu'elle n'a pas pu y aller à pied, il faut entre 7 et 8 heures de marche. Et on se rappelle que les caméras de vidéosurveillance des gares et gares routières n'ont pas filmé Céline, donc il y a vraiment peu de chances qu'elle ait pris les transports en commun. Par contre, cela relève une question de taille. Pourquoi personne ne s'est manifesté pour signaler qu'il avait pris Céline en stop? Moi je vois que deux solutions, soit cette personne était peut-être juste de passage dans la région et n'a pas été informée du sort funeste de Céline. Soit, si Céline lui a dit où elle comptait se rendre, on peut aussi imaginer qu'il les rejoint plus tard, après son travail par exemple, ou qu'il aurait pu lui proposer d'aller la rechercher le soir même et de la ramener. Vous l'aurez compris, si cette personne ne s'est pas manifestée à la police, c'est peut-être tout simplement parce que c'est lui, l'assassin de Céline. À Saint-Dominique, elle prend un bus pour rejoindre Saint-Malo et elle marche jusqu'au parc des Corbières. Une fois là-bas, elle se pose sur le banc pour regarder la mer. Elle rallume son portable qu'elle avait coupé durant le trajet pour être tranquille et écoute les nombreux messages inquiets de sa famille. Mais elle veut pas leur parler, alors elle recoupe son téléphone. Et elle remarque un homme seul, ou un couple étrange, qui lui tourne plus ou moins autour. Et c'est pour ça qu'elle essaie d'appeler Audrey. La suite, vous la connaissez? Agression, viol, meurtre, mais également tentative de dissimulation de ses affaires. Et si ceux ou ces individus se sont bien assurés qu'il n'y ait pas de témoins, dans ce cas, effectivement, on ne trouvera jamais la vérité. On ne peut pas nier le fait que Céline se soit embrouillée avec ses copines ce matin-là, même si on aurait aimé savoir quelle était la source de cette histoire et depuis quand ça traîne. Sans oublier ce qui s'est passé pendant le séjour en Roumanie. Est-ce qu'il est possible que Céline ait subi une sorte de harcèlement scolaire? Je suppose que tous ses petits camarades ont été questionnés par la police, et il est vrai qu'en 2012, le harcèlement scolaire n'était pas reconnu comme il l'est aujourd'hui. Avec Internet, les réseaux sociaux, le harcèlement peut prendre des proportions différentes maintenant. Mais le harcèlement scolaire a toujours existé. Et on est presque certain que c'est suite à cet événement qu'elle décide subitement de ne pas aller manger à la cantine et de sortir du lycée. Elle va marcher pour tenter de se calmer, mais en fait, tout ce qu'elle veut, c'est disparaître et en finir. Elle arrive par hasard dans ce parc. Et elle se dit que c'est l'endroit parfait pour disparaître. Si elle tente d'appeler Audrey, c'est pour lui dire au revoir. Mais Audrey ne répond pas. Alors elle se débarrasse petit à petit de ses affaires personnelles et attend patiemment que la nuit tombe et qu'il n'y ait plus personne pour se jeter du haut de la falaise. Alors, quelle théorie vous a le plus convaincu? Théorie 1, le rendez-vous secret. Théorie 2, la mauvaise rencontre. Théorie 3, le suicide. Ou théorie 4, la vôtre. Et si vous avez votre propre théorie, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Pour voter, c'est très simple. Rendez-vous tout de suite dans l'onglet communauté de ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour un nouveau Cold Case.